Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo dont le titre est harcèlement moral et manipulateur, et je remercie particulièrement toutes les personnes qui me suivent régulièrement et ainsi que les nouvelles qui me découvrent. Vous pouvez me joindre facilement au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53. Ou par email pierre-dassigny@orange.fr ou par SMS ou par postal. En effet, en 2017, il existe toujours des enveloppes et des timbres. Mon cabinet se trouve à 8 rue des Écoles, 45 600 Sully-sur-Loire, et vous pouvez me rendre une petite visite. Je vous recevrai avec courtoisie et un café si vous le désirez. Donc, pour en revenir au thème de cette vidéo, certains parlent de pervers, voire de pervers narcissiques, d'autres de personnalités narcissiques. Quelle est donc la juste manière d'en parler? La classification aujourd'hui en vigueur, adoptée par les psychiatres du monde entier, parle de personnalité narcissique et de personnalité perverse. Ces deux descriptions cliniques sont différentes. Pour un médecin psychiatre, tous les pervers ne sont pas narcissiques, et inversement, la plupart des narcissiques ne sont pas des pervers. En effet, on le redira, et on pourra le redire encore, ces derniers prennent plaisir à provoquer de la souffrance chez autrui. Alors que les PN, personnalités narcissiques, en provoquent plus par égoïsme que par intention. Le psychiatre préfère donc ne pas faire un amalgame entre les deux notions. L'expression narcissique, quant à elle, provient de la psychanalyse. Et précisément, elle est due au psychiatre et psychanalyste français, ce cher Paul-Claude Racamier, qui est le premier à l'avoir identifié et décrit. Vous pouvez vous référencer par exemple à l'article de Wikipédia qui en parle. Il est assez fiable. L'étymologie est transparente. Le verbe français pervertir, qui est apparu d'abord sous la forme purvertir vers 1120, il y a du latin pervertir, qui est composé de l'intensif per et du verbe verter, c'est-à-dire tourner. Le sens premier et propre en latin était matériel, mettre sans dessus-dessous, faire mal tourner. Il y a peu, il a pris un sens moral dans le latin chrétien. Falsifier, comme falsifier un texte ou corrompre un esprit. Il est ensuite passé en français dans un sens plutôt moral, de convertir au vice, changer, faire tourner, le bien au mal. Le substantif perversion s'est ensuite spécialisé en médecine pour signifier une altération d'une fonction normale, puis régionalisé avec Freud pour désigner une déviation sexuelle. Dans l'expression pervers narcissique, le sens employé en psychanalyse est bien sûr pathologique, mais ne désigne pas systématiquement une pathologie de la sexualité ou un abus. On utilise parfois le terme de harcèlement ou l'expression harcèlement moral. Alors signifie-t-il la même chose que narcissisme? Marie-France Irigoyen a fait émerger les termes et la notion de harcèlement moral en 1998, ce qui a conduit 1 an et demi plus tard seulement, on va dire que c'est un exploit, à la promulgation d'une loi condamnant cette pratique dans le cadre professionnel. Actuellement, qu'en est-il vraiment? On en est encore loin. Au point de départ, en effet, cette expression visait un type particulier de comportement violent au travail. Comportement qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. L'Organisation internationale du travail
le définit ainsi: le harcèlement moral se produit lorsque plusieurs personnes s'allient pour persécuter tel ou tel collègue par un harcèlement psychologique qui peut prendre les formes différentes, faire constamment des remarques négatives sur cette personne, ou la critiquer sans arrêt, l'isoler en la laissant sans contact social et médire ou diffuser de fausses informations sur elle. Le sens du terme s'est étendu à la violence perverse du quotidien. Et selon le sous-titre du livre de Marie-France Irigoyen, c'est-à-dire surtout à la vie conjugale et familiale, s'ajoute aujourd'hui l'école. Dans le domaine professionnel, les anglo-saxons, eux, parlent de mobbing, qui vient du verbe anglais to mob, molester par une ou plusieurs personnes. De bullying, qui est aussi un participe présent substantifié, et qui vient ici du verbe anglais to bully, intimider, malmener, ou du harassement, qui lui est un substantif signifiant de manière transparente harcèlement, tracasserie. Donc, comme nous le verrons en décrivant la perversion narcissique, celle-ci se caractérise entre autres par sa pratique habituelle et obligatoire du harcèlement moral. Souvent on parle de manipulateur. Une personnalité narcissique, est-ce la même chose qu'une personnalité manipulatrice? La manipulation, et le terme manipulation, surtout vient du latin médiéval manipular, conduire par la main. Il signifie au sens propre, manier avec soin, au sens figuré, conduire un psychisme là où il ne veut pas. Si le sens propre ne pose aucun problème, manipuler un produit dangereux, l'ostéopathe manipule, le sens figuré pose celui de la liberté de la personne manipulée. Ce mot n'est ni psychiatrique ni psychanalytique. Il a connu un grand succès grâce à l'ouvrage d'Isabelle Nazar-Aga. Les manipulateurs sont parmi nous. Comme le harcèlement, la manipulation est un des signes ou symptômes, tandis que la perversion narcissique peut être considérée parfois comme une maladie. Ça, c'est suivant les courants et les définitions. Un commerçant cherche forcément à pousser son client à la consommation. Les vendeurs, les démarcheurs et les représentants, alors seraient-ils donc tous des pervers narcissiques? On commencerait à en voir partout. Deux distinctions ici sont précieuses. La première consiste à l'intention. Et on peut distinguer à juste titre les manipulateurs professionnels que leur métier pousse à influencer leurs clients dans un certain sens, et les manipulateurs relationnels, c'est-à-dire pathologiques. Autres sont les personnes qui manipulent dans le cadre de leur profession et on espère seulement un comportement, comme un achat par exemple. Autres celles qui manipulent dans leur relation et font de l'autre un moyen pour assouvir leurs besoins. Dans le premier cas cité, on peut voir que certains instrumentalisent mère, père, sœur, frère, sans se soucier le moins du monde du fait qu'ils les dépouillent, ni jamais ne s'intéressent à leur bien-être. Alors nous sommes aujourd'hui suffisamment informés, même surinformés, pour savoir que le marketing nous manipule, c'est-à-dire nous incite à l'achat le plus possible et faisons le mieux possible à notre insu. Par exemple, en tirant profit des découvertes faites en PNL, la programmation neurolinguistique. Les vendeurs travaillent à adopter des attitudes similaires à celles de l'acheteur potentiel. Ils parlent à son rythme, calquent leurs gestes sur les siens. Une technique est d'autant plus efficace que le client potentiel se sent libre, enfin, ou plutôt croit l'être. Donc, je peux vous donner un exemple de comportement que l'on croit libre, alors qu'il est complètement conditionné. Dans une expérience, quelqu'un
un compère d'y avoir besoin de téléphoner. Et n'a bien sûr sur lui ni son portable ni monnaie. En l'occurrence, prendre la somme de 20 centimes d'euros. Il va procéder de deux manières. Soit il arrête un passant pour demander cette somme, soit il commence par demander l'heure, puis avant que le kidam ait continué son chemin, il lui explique qu'il a besoin de ces 20 centimes d'euros pour téléphoner. Alors les résultats sont les suivants. Lors de la requête directe, de la demande directe, une personne sur 10 accepte de donner la somme demandée. Lorsque la demande est réalisée en 2 temps, là 4 personnes sur 10 y répondent. La différence donc est de 4 fois plus. Et c'est considérable, donc significatif. Pourtant, jamais l'expérimentateur n'a forcé la liberté de la personne abordée. Cette capacité à influencer est telle que les chercheurs ont étudié les techniques les plus efficaces pour incliner la liberté de l'autre à son insu. Par exemple, l'amorçage, le pied dans la porte ou la porte au nez. Ce sont des gros classiques. Parmi les manipulateurs professionnels, on compte aussi les hommes politiques. Alors traditionnellement, pour les anciens, les Grecs et les Romains, l'homme politique est un rhéteur au sens noble du terme, c'est-à-dire une personne dont le discours vise à séduire et entraîner son public en faisant appel à ses passions, à ses désirs, à ses émotions, à ses envies. Cicéron, citoyen romain, qui a vécu à une certaine époque, on ne fera pas sur les détails, ça n'intéresse personne, il devient consul et est resté célèbre pour ses discours, notamment le chef-d'œuvre de la langue latine prononcé en 63 permis à Cicéron de déjouer la conjuration et de sauver une république. Alors songeons aussi à Charles de Gaulle, ce grand homme politique, on en pense ce qu'on veut, qui fut aussi un grand rhéteur. Il préparait très soigneusement ses discours et on sait l'impact considérable qu'ils ont eu. Voir une autre catégorie de personnes. Le prêtre ou le missionnaire qui veut conduire les personnes à épouser ses propres convictions. N'est-il pas aussi, lui, un peu manipulateur? Le missionnaire ou la personne de conviction conduit l'autre à une vérité dont il est certes convaincu, mais à une vérité qui possède en elle sa propre lumière. Le manipulateur, lui, conduit l'autre non pas à la vérité qu'apparemment il défend, mais à lui-même. Son attitude est narcissique, le signe en est que le missionnaire, une fois la vérité présentée, peut et doit s'absenter. La personne pourra se convaincre par elle-même de la vérité en question. Le missionnaire manipulateur, lui, ne s'abstente jamais, car ce qu'il désire, c'est que l'autre lui rende hommage. Par exemple, ne cesse de le remercier de lui avoir apporté la lumière de la foi. Certes, le missionnaire est enthousiaste, parfois même séduisant, il cherche à convaincre, mais là encore, ces méthodes sont neutres et tirent leur qualification éthique de leur finalité bonne si elles sont au service de la vérité, enfin, de sa vérité. Déstructurantes, manipulatrices, broutisantes, si elles sont au service du missionnaire. Voilà pourquoi le pape François préfère parler de missionnaire que de prosélyte. L'Église ne grandit pas par le prosélytisme, mais par attraction. La deuxième distinction qui permet de faire la différence entre une manipulation saine et une manipulation malsaine concerne la fréquence. Une chose est de manipuler ponctuellement, autre chose de manipuler constamment. Autrement dit, il faut distinguer entre être manipulateur et avoir des attitudes manipulatrices, ce qui n'est pas la même chose. Alors ne nous faisons pas d'illusions, tous nous adoptons à certains moments
liées au stress, à une compétence moindre, à un besoin de réassurance, des attitudes manipulatrices, ne pas nous en percevoir. De l'autre côté, manipulateur serait d'ailleurs inquiétant. Il faudrait ne plus être blessé, être totalement guéri pour que la tentation manipulatrice n'ait plus de prise sur nous. En effet, manipuler, c'est utiliser autrui à ses propres fins. Par exemple, pour se servir ou se valoriser. Or, la blessure vient souvent de ce qu'on a manqué d'amour inconditionnel, et elle engendre un besoin démesuré de reconnaissance. Donc, elle a forcément tendance à employer un scénario manipulateur comme un de ses moyens privilégiés. Dans la littérature classique, dans tous les livres qu'on trouve maintenant partout, et dans un nombre extrêmement important, sur les pervers narcissiques, on rencontre d'autres mots, sociopathes, abus, dérives sectaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, vraiment? Nous parlons plus bas des sociopathes ou psychopathes qui, dans cette vidéo, seront synonymes. Ces personnes présentent des troubles de la personnalité qui se caractérisent par des comportements antisociaux, permanent et non pas épisodique, et constitue une aggravation du narcissisme. Comme harcèlement ou manipulation, le mot abus, plus précisément abus sexuel, désigne un comportement, à savoir la violence exercée par une personne sur une autre personne, enfant ou adulte, en vue d'une stimulation sexuelle. Cette violence que l'on rencontre dans le cadre de la pédophilie. La personne qui exerce ce type d'acte est souvent une personnalité narcissique. Toutefois, les deux profils, celui de la personnalité narcissique et celui du pédophile, sont différents. De plus, la pédophilie engage des questions spécifiques, fort complexes, liées aux déviations sexuelles et à la compulsion. Donc cette vidéo ne traitera pas de ce sujet. Enfin, l'expression dérive sectaire, très intéressante, présente un sens proche de la manipulation. Donc de violence faite à la liberté, mais avec trois traits spécifiques. D'abord, elle s'applique au domaine de la pensée, c'est-à-dire de la conviction, de nos convictions, en particulier religieuse. Ensuite, même si elle peut être individuelle, elle s'applique le plus souvent à une communauté. L'État français a mis en place en 2002 une mission interministérielle de vigilance de lutte contre les dérives sexuelles et sectaires. Elle présente une connotation juridique, même si le droit français ne donne pas de définition de la secte. Du fait de ces trois spécificités, la vidéo ne parlera pas de dérives sectaires pour elle-même. Alors, comment reconnaître toutes ces formes de pervers narcissiques, de personnalité narcissique? On peut se référencer au psychologue suédois Hans Lehmann, qui a inventorié différents signes de harcèlement moral. Refus de la parole à quelqu'un, ignorer la présence de l'autre, éviter tout contact visuel avec lui, l'agresser, le ridiculiser, mais ces signes demeurent encore assez généraux. Aujourd'hui, de multiples tests existent, ils proposent 7, 10, 20 ou 30 signes permettant de caractériser une situation de harcèlement moral. Attention, je ne parle pas de tests pour décoder ou reconnaître un pervers narcissique, mais bien de harcèlement moral. Pour ma part, lorsque quelqu'un souhaite être sensibilisé à la manipulation ou savoir s'il a affaire à une personne manipulatrice, je l'invite à appliquer la liste de 30 caractéristiques données par la thérapie cognito-comportementale et qui a été élaborée sur une période de 7 ans. Alors,
Voici cette fameuse liste. Le manipulateur culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet de ses propres responsabilités. Il ne communique pas clairement ses demandes, besoins, des sentiments, de ses sentiments, de ses opinions. Il répond très souvent de façon floue. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir. Il répond immédiatement aux demandes et aux questions. Il met en toutes les qualités la compétence et la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. Il fait passer ses messages par autrui ou par des intermédiaires, téléphone, au lieu du face-à-face, laisse des notes écrites. Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner, il peut provoquer la rupture d'un couple. Il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne, maladie exagérée, entourage difficile, surcharge de travail. Il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins, notion d'humanité, de charité, racisme, bonne ou mauvaise mère. Il menace de façon déguisée ou fait un chantage ouvert. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. Il évite ou s'échappe de l'entretien de la réunion. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. Il ment, il prêche le faux pour savoir le vrai, déforme et interprète. Il est égocentrique, il est jaloux, même s'il est parent ou un conjoint. Il ne supporte pas la critique et nie les évidences. Il ne tient pas compte des droits et des désirs des autres. Il utilise très souvent le dernier moment pour demander, ordonner ou faire agir autrui. Son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes, ses actes ou son mode de vie répondent au schéma opposé. Il utilise des flatteries pour nous plaire, fait des cadeaux, ou se met soudain au petit soin pour nous. Il produit un état de malaise ou un sentiment de non-liberté, égal piège. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre plein gré. Il est constamment l'objet de discussions entre gens qu'il connaisse, même s'il n'est pas là. Alors, les résultats doivent être interprétés de la manière suivante. Si vous obtenez moins de 14 critères sur 30, la personne à laquelle vous pensez est une manipulatrice. Sachez que la plupart des manipulateurs ont plus de 20 points sur 30. Au-delà de 20 points, qui sont autant de signes de symptômes, la personne manipulatrice est vraiment dangereuse et son entourage doit s'en protéger impérativement. Cette liste a l'avantage d'être concrète et complète et également assez simple. Et elle peut réduire les nombres de symptômes à un nombre plus restreint. Cela est possible si nous nous tournons vers la psychiatrie, c'est-à-dire vers la partie de la médecine qui a pour objet les maladies psychiques. En psychiatrie, on emploie habituellement un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux désigné par son acronyme anglais, le DSM. Il a connu différentes éditions, différentes et dernière édition étant le DSM-5. Voici comment le DSM-5 définit la personnalité pervers narcissique et on décrit les signes. Alors c'est un mode général
de fantasmes, de comportements grandioses, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie qui apparaissent au début de l'âge adulte et sont présents dans des contextes divers comme en témoigne au moins 5 des manifestations suivantes. Sujet, la personne a un sens grandiose de sa propre importance. Exemple, surestime ses réalisations et ses capacités, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport, est absorbé par des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal, pense être spécial et unique et ne pouvoir être admis ou compris que par les institutions ou les gens spéciaux et de haut niveau, a un besoin excessif d'être admiré, pense que tout lui est dû, s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulier, favorable, et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Exploite l'autre dans des relations interpersonnelles, utilise autrui pour parvenir à ses propres fins, manque d'empathie, n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui, envie souvent les autres et croit que les autres l'envient, fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Là encore, on peut s'aider de tests pour détecter la perversion narcissique. Alors, ensuite, vidéo, je vais vous proposer également une classification légèrement différente qui a été élaborée par Christophe Lelord et Christophe André, ce cher Christophe André, dans un ouvrage consacré à ce qu'ils appellent les personnalités difficiles. Elle réduit les 9 signes à 7 et surtout elle les répartit de manière très éclairante en 2 groupes à peu près égaux selon la relation que la personnalité narcissique entretient. Alors avec elle-même, elle a le sentiment d'être exceptionnelle, hors du commun et de mériter plus que les autres, est préoccupée par des ambitions de succès éclatantes dans des domaines professionnels et amoureux, est souvent très soucieuse de son apparence physique et vestimentaire. Avec les autres, s'attend à une attention, des privilèges, sans se sentir obligé de rentrer dans la réciprocité, éprouve de la colère et de la rage lorsqu'on ne lui accorde pas les privilèges qu'elle attend, exploite et manipule les autres pour atteindre ses buts, éprouve peu d'empathie et peu touché par les émotions d'autrui. Une anecdote permettra de voir comment ces symptômes, loin d'être juste imposés, se rassemblent et se manifestent. Alors je vous propose une petite histoire qui, bien que maquillée, est réelle. Le père Truffaut, curé d'une paroisse, décide d'organiser un pèlerinage en Terre Sainte pour ses paroissiens. N'étant un spécialiste ni d'écriture ni d'Israël, il fait appel au père Olivier, un prêtre qui lui possède les compétences requises. Il l'a écouté une fois et l'a trouvé dynamique et concret. Les auditeurs étaient subjugués. Sa réputation était à la hauteur de la pression qui lui a été laissée. Lors de la journée de préparation du pèlerinage, le père Olivier est venu faire une brève présentation aux paroissiens et ceux-ci sont tombés sous le charme. Rétrospectivement, le père Jouffol se formule un malaise indéfinissable. Lors de sa venue à la paroisse, le père Olivier a occupé presque tout le temps de parole, mais comme tout le monde était ravi, le curé a proposé et a posé un mouchoir sur son impression de désagrément. Les premiers jours du pèlerinage se déroulent plutôt bien, le père Olivier intervient souvent, alliant science et humour. Néanmoins, le guide israélien
que le père Juffol a dû prendre pour des raisons de sécurité fait un peu la grimace. Le père Olivier, lui, a plusieurs fois coupé la parole et a réduit son temps d'explication. Mais comme la perspective du prêtre est exclusivement chrétienne, elle permet d'enrichir l'apport uniquement historique et archéologique du guide. Le père Juffol remercie chaleureusement le père Olivier après chacune de ses interventions. Ce dernier ne réagit pas. Le père Juffol voit à son sourire qu'il apprécie ses remerciements. Un jour, le curé oublie de manifester sa gratitude. En fait, il n'a pas trouvé le dernier topo du même niveau que les autres. Le père Olivier perd subitement son sourire et n'adresse pas la parole à son confrère de toute la soirée. Étonné, le père Juffol lui demande juste avant de dormir si quelque chose le tracasse. À son immense stupéfaction, le père Olivier lui fait alors une avalanche de reproches sur son attitude. Il le trouve froid, distant. En même temps, il estime qu'il prend beaucoup trop de place et en reproches contradictoires laisse le père Juffol paralysé et meurt. C'est seulement au détour d'une phrase qu'il comprend, plutôt entrevoit, que ses propos amers viennent de ce qu'il n'a pas été remercié suite à son dernier topo. C'est le seul fait objectif un peu consistant qu'il a pu tirer de son accusateur. Le curé passe une mauvaise nuit à retourner ses propos entre culpabilité et colère. L'insomnie lui donne le temps de décider, de faire une mise au point pour clarifier la situation, mais un petit matin, lors du petit déjeuner, le père Olivier, qui n'aime manifestement pas passer une excellente nuit, après lui avoir fait cette scène, se dirige vers lui, tout miel et tout sourire, comme si rien ne s'était passé. De plus, il est de plus en plus interloqué. Le curé ravale sa mise au point et se dit qu'il s'est trompé sur ce personnage insaisissable, mais au fond sympathique. Le reste que du pèlerinage, et il donnera un sentiment de plus en plus ambivalent. Le père Olivier a constamment besoin d'une cour autour de lui. Chaque repas se transforme en conférence, glisse. Toute remarque est une question potentielle à laquelle il répond longuement, n'ayant jamais l'occasion de faire valoir sa haute compétence. Une chose étonne particulièrement le père Juffol. À un moment, une mère de famille fait sobrement part au père Olivier d'une relation intensément douloureuse avec son grand adolescent qui se drogue. Loin de l'écouter avec compassion, même simplement de consacrer à cette émotion pénible, le père lui assène avec force révérence un développement théorique sur l'adolescence d'aujourd'hui. Les derniers jours du pèlerinage, le père Juffol préside l'Eucharistie et prononce une homélie fort appréciée sans la critiquer directement. Le père Olivier lui fait savoir que les personnes qui l'ont complimenté manquent décidément de jugement. Le curé constate alors que ces personnes font justement partie des rares pèlerins qui ne font pas régulièrement cercle autour du père Olivier pour boire ses paroles. Et il découvre le même jour que le père Olivier s'est approprié sans vergogne ni gratitude une observation originale qui lui avait été faite lors d'une conversation privée. Le père Juffol a de plus en plus l'impression que le père Olivier divise en deux le monde autour de lui. Il y a d'un côté les admirateurs qui lui font élégance et de l'autre les indifférents qui sont des ennemis potentiels. Donc cet exemple, peut-être un peu long, d'un prêtre m'amènera à revenir plus tard sur la manipulation au sein de l'Église, un sujet sensible. Donc, je dis, qu'on a proposé 30, puis 9, puis 7 signes caractéristiques de la personnalité narcissique. Mais alors, est-ce que c'est pas possible de la synthétiser encore plus, que je fasse moins long aussi? Je pense on peut se dire que tous les symptômes de la caractéristique de la perversion narcissique se ramènent à un seul, celui-là même qui désigne son nom excellemment trouvé,
Le narcissisme. Nous allons mieux comprendre. Alors, on peut commencer par le décrire. D'emblée, le narcissisme pathologique se dédouble. En plein, il est une boursouflure de l'ego. En creux, il est un monde sans autre. Si la perversion narcissique n'est pas au centre, elle est nulle part. La conséquence immédiate est qu'elle utilise l'autre pour remplir son vide abyssal. Ce vide abyssal que vous avez sûrement déjà vécu dans la dépendance affective, ou si vous avez été victime d'une personnalité narcissique, d'un pervers narcissique, ou si vous avez déjà lu sur le sujet ou regardé d'autres vidéos. 1+1, le film de Claude Lelouch commence par une scène qui résume admirablement ce qu'est une personnalité narcissique. Antoine, Jean Dujardin, comme personnalité narcissique, ça c'est le top, qui est un compositeur reconnu de musique, de film, se retrouve avec une conquête amoureuse d'un soir. Celle-ci lui demande « Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde ?» Je veux dire, après la musique, affichant un de ses sourires charmeurs dont il a le secret. Jean Dujardin répond lui aussi du tac au tac « Moi, je suis sincère, moi. » En parlant de cinéma, un spécialiste qui avait récemment interviewé l'un des acteurs français les plus starisés du moment racontait que quand on parlait de lui, de ses succès, de ses projets, il était pétillant, passionnant. Dès qu'on lui parlait d'autre chose que de lui, boum, il s'éteignait, s'ennuyait, et il n'attendait qu'une seule chose, qu'on se centre à nouveau sur lui, sur sa carrière, et pas sur autre chose. Alors, avant toute chose, le narcissisme nourrit le sentiment de sa propre valeur, qui, à ses yeux, est très grande. Il est convaincu d'avoir beaucoup plus de valeur que les autres. Le problème ne réside donc pas dans l'estime de soi, mais dans la comparaison avec les autres. La perversion narcissique, constamment fixée sur son entourage, parfois explicitement, le plus souvent implicitement. Je ne sais pas si vous mesurez la chance que vous avez de me connaître. Alors là, je ne parle pas de moi, hein. Pas forcément à connaître. Bien que, des fois. Et à partir de ce centre qui est le culte exclusif du moi, alors est-ce qu'on peut éclairer les autres signes? Si on les parcourt à nouveau en les enrichissant de quelques autres, nous allons voir qu'il découle de cette auto-adoration, parce qu'on peut parler d'auto-adhération, de ce dont se nourrit la perversion narcissique. Elle pense mériter une attention à la mesure de cette valeur. Elle semble dire à ses collègues, à ses amis, si on peut parler d'amis, sa famille, regardez-moi et écoutez-moi, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, à vous dire. Possédant une estime de soi souvent haute, mais toujours très fragile, et sur ce sujet j'y reviendrai. Elle sait se vendre au point que face à une personne plus douée mais modeste, elle captera toujours plus d'attention. Plus encore à des talents égaux. Le narcissisme accédera aux postes les plus élevés et les plus convoités. Dans leur égocentrisme extrême, cette personnalité s'estime non seulement supérieure aux autres, mais dotée de droits qui leur sont propres. Voilà pourquoi le narcissique est transgressif. Si la loi vaut pour tous, pourquoi s'appliquerait-elle à lui, qui est bien au-dessus des autres? Aussi, n'hésite-t-il pas à manipuler, trafiquer informations, voire mentir, et s'il est pris en flagrant délit,
infraction, il n'éprouve aucun remords, voire le plus souvent, il se justifie et paraît étonné qu'on le somme, lui, l'homme d'exception, de se soumettre à des règlements qui ne valent que pour les hommes ordinaires. Dans ce monde, sans autre, autrui ne suscite ni compassion, ni gratitude authentique, ni aucun intérêt. Les paroles qui attestent le mieux l'altérité, le tripode, s'il te plaît, merci, pardon, disparaissent complètement de son vocabulaire. Ou bien elles y figurent, mais elles sont dévitalisées de leur l'essence profonde. C'est ainsi que, après avoir été pris en flagrant délit d'insulter son collègue, un employé, s'excuse de craindre d'être licencié, mais il recommencera son harcèlement dès le lendemain, en rejetant d'ailleurs sur son collègue un regard indifférent, tandis qu'il le salue sûr que le différent est déjà dépassé. La douleur d'autrui ne suscite ni compassion, ni cessation de l'agression. Elle est toujours expliquée, justifiée, donc résorbée et annulée. Plus le narcissisme est pathologique, plus l'autre est non seulement nié, mais utilisé systématiquement aux fins du narcissique, instrumentalisé pour nourrir ses projets et utilement son ego défaillant, toujours en besoin de réassurance. Dans les cas extrêmes, chez les sociopathes, le narcissisme peut aller jusqu'à la destruction de l'autre. Les individus pervers narcissiques sont ceux qui sont sous l'influence de leur soi grandiose, essaient de créer un lien avec un deuxième individu en s'attaquant tout particulièrement à l'intégrité narcissique de l'autre afin de le désarmer. Ils s'attaquent aussi à l'amour de soi, à la confiance en soi, à l'auto-estime et à la croyance en soi de l'autre. En même temps, ils cherchent d'une certaine manière à faire croire que le lien de dépendance de l'autre envers eux est irremplaçable et que c'est l'autre qu'ils sollicitent, bien sûr. De ce fait, si la perversion narcissique, notamment celle qui est destructrice, est très douée relationnellement et entourée d'une cour considérable, celle-ci n'est constituée que d'admirateurs. Jamais on ne trouvera parmi ces personnes d'authentiques amis. Le pervers est donc un homme seul, incapable d'entretenir des relations amicales ou sentimentales durables. Il est extrêmement préoccupé par son apparence et l'opinion qu'on a d'autrui. Il a donc peu d'intériorité, de capacité à revenir en lui-même, donc à se remettre en question. Au fond, sait-il vraiment qui il est? Qui est-il? Paradoxalement, son ego boursouflé cache un moi assoiffé. Il y a aussi une autre conséquence. Une autre conséquence qui est que le narcissique est toujours un manipulateur. Dans la manipulation, il enferme l'autre dans des jeux verbaux, des joutes verbales, comme pour exemple, un homme demande à son collègue qui revient d'un voyage, alors ça n'a pas été trop fatigant? Je lui réponds, à votre avis? La question visait à instaurer une relation. Par sa réponse, le narcissique s'y dérobe. Plus encore, il signifie implicitement sa supériorité, donc son mépris. Comment? Vous ne savez pas la réponse? Vous n'êtes vraiment pas malin. Le directeur d'une petite entreprise garde la clé de l'armoire principale et ne dit généralement pas à ses employés où elle se trouve. Pourtant, il demande à l'un d'eux de prendre cette clé. Il s'ensuit ce dialogue. Je veux bien, mais où est-elle? À sa place? Je ne sais pas où est cette place. Cela fait combien de temps que vous travaillez ici? Vous ne voulez pas qu'on y touche? Vous devriez quand même être au courant. C'est alors que dans ce bref échange,
on peut détecter à moins de 3 tactiques mises en œuvre pour manipuler la communication dans la première réponse. Le flou dans la deuxième, la culpabilisation doublée d'un déplacement du sujet dans la troisième, la double injonction contradictoire, la double contrainte. Marie Andersen décrit 10 fonctionnements manipulatoires: la disqualification, l'imposition, l'isolement, le non-respect du territoire, le refus du dialogue, la réification, l'inversion, le déni, le décervelage et, bien sûr, l'emprise. La personnalité narcissique joue aussi du décalage entre les deux types de communication, verbale et non verbale. Normalement, chez une personne adulte, il y a harmonie, congruence entre sa parole et son corps. Si elle vous dit qu'elle est contente de vous voir, vous sentez dans sa voix une chaleur et vous voyez dans ses yeux une certaine lumière. Tout le contraire du tenancier caféolix qui fixe le chef corse avec un regard de croque-mort tout en lui disant voilà, je suis fou de joie de te voir. Et qui s'entend répondre sur le même ton funèbre, Caféolix, ta vue me remplit d'allégresse. Mais dans ce cas, c'est seulement le décalage culturel que les auteurs d'Astérix veulent pointer. Dans la vie de tous les jours, il n'en est pas de même. Dans la relation avec une personnalité narcissique, il y a toujours un hiatus entre le langage verbal et le langage non verbal. Et ce manque d'unité est source constante de malaise chez celui qui fait face au narcissisme. Donc on pourrait facilement, normalement, le repérer. Alors qu'une personne affirmée assure un bon contact du regard durant approximativement 60% du temps de présence, ni trop peu, ni trop long. Le manipulateur, lui, fuit où il domine. Alors qu'une personne affirmée montre qu'elle écoute et entre en relation. Le narcissisme pathologique lui manifeste au contraire qu'il n'écoute pas. Il pratique ce qu'on appelle l'écoute adversive. Par exemple, il ne salue pas, ne se lève pas, prend une position exagérément détendue. Ainsi, son corps, langage non verbal, envoie-t-il le message « Tu ne m'intéresses pas, tu ne vaux rien à mes yeux, car je suis supérieur à toi ». On pourrait alors allonger la liste en évoquant sa voix, souvent trop forte. Ses prises de parole, il monopolise la parole, il la coupe, ses attitudes corporelles, imposant, détaché à l'excès, signifiant à un intervenant j'ai rien à prendre de vous. Les expressions de son usage, par exemple, le manipulateur ne veut surtout pas manifester qu'il est affecté. Et non, ce serait encore faible. La personnalité narcissique n'a-t-elle pas aussi une manière bien à elle de structurer son entourage? Alors cela fait partie aussi des conséquences. Le narcissique pathologique éprouve une colère démesurée, voire définitive vis-à-vis de ceux qui ne reconnaissent pas sa valeur. Aussi tente-t-il à diviser son entourage entre amis et ennemis. Ainsi que le père Jouffol, la fille Desley chez le père Olivier, dans ma petite histoire précédente. Il possède des antennes pour repérer dès le premier contact celui qui l'admirera ou ne l'admirera pas. Vis-à-vis du premier, il pourra être extraordinairement séduisant, gentil. Vis-à-vis du second, il sera méfiant, mais aussi surtout froid et surtout excluant. Cette bipartition unicaine de ces relations doit altérer. On la trouve dans sa bouche. Il répartit le monde entre les bons et les méchants.
entre les adversaires et les partisans. On la trouve aussi dans la bouche de ceux qui vous en parlent toujours avec passion, passionnément admiratif ou passionnément agacé, voire revendicatif. Alors certes, il lui arrive de rendre service, mais c'est pas vraiment parce qu'il est assuré que ce mouvement, alors son refuge, sera suivi d'un retour, d'une reconnaissance débordante. Et le plus souvent, ce service a déjà été précédé et largement payé par cette admiration dont il attend, quelle que soit et sans borne. Parfois, cette générosité est tactique et fait partie d'une stratégie plus globale visant à faire de l'autre un adjoint, un allié, qui en dette dépendant lui renverra un jour l'ascenseur. En fait, tout est calculé. Tel ce recteur d'université qui ont créé 2 postes d'assistants alors que les finances sont au rouge, c'est maintenant que ces assistants sont prêts à accomplir ces basses œuvres, basses besognes. De ce fait, le manipulateur efficace efface la différence entre le vrai et le faux. Il ne donne jamais accès à toute l'information, qui de toute façon est toujours interprétée par lui, donc devient désinformation. Il procède volontiers à la désinformation, par exemple en généralisant de manière indue, de toute façon on ne peut jamais parler avec toi, en donnant des informations différentes, voire contradictoires à des personnes différentes, incapable de se remettre en question. La personnalité narcissique est donc incapable de reconnaître une erreur ou un échec. C'est déjà vrai d'une peccadille, cela l'est encore plus d'une erreur grave. Alors aussi, on peut le comprendre, une telle reconnaissance mettrait son ego en péril et lui ferait courir le risque de s'effondrer sur lui-même. Pourquoi la personnalité narcissique se justifie toujours et trouve toujours une excuse à son attitude. Par exemple, le narcissique promet, mais ne tient que rarement ses promesses, ce qui entraîne son collègue, son partenaire, sa conjointe, ses amis et d'autres dans des doutes par rapport à l'avenir. Seras-tu là à 19h30? Oui, promis. Personne à 19h30. La personne attend et s'impatiente. Coup de téléphone à 20h. Pardonne-moi, je ne suis pas libre. Et cela fait la 3e fois. Et tu m'avais promis. Je sais, mais tu sais mon emploi du temps en ce moment. Vous l'avez jamais entendu celle-là? La bouche de votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, de vos enfants? Non. Alors s'il est vrai qu'une personnalité narcissique peut admettre une faute, direz-vous comment règle-t-elle le problème posé par la faute inévitable? Donc, par le mal. La réponse est simple, en projetant celui-ci hors d'elle, notamment en culpabilisant l'autre. Elle brouille donc ainsi les frontières entre le bien et le mal. Alors, est-ce que vous pourriez déduire de cette explication un critère simple et facilement utilisable de détection d'une personnalité narcissique? Peut-être le critère le plus sûr pour reconnaître une personnalité narcissique est son incapacité à reconnaître une faute et donc à changer pour arrêter de faire souffrir l'autre. Dans l'accompagnement d'un couple de fiancés qui se prépare au mariage, Maurice souffre de ce que Jeanne arrive systématiquement en retard à leur rendez-vous. Elle a toujours une bonne excuse. Je vois bien que Maurice n'ose pas trop se plaindre. J'ai bien conscience que ce n'est pas grave. Je l'aime assez pour passer par-dessus, au-dessus. Mais de la part d'un observateur tiers, d'un thérapeute, comme moi j'ai pu l'observer, j'observe d'autres traits plus inquiétants.
Jeanne dit à plusieurs reprises lors des 2 premières séances que Maurice a de la chance de l'avoir trouvé, que son milieu social est meilleur que celui de son fiancé. Alors je décide de tester la capacité qu'a Jeanne d'écouter Maurice, et notamment sa souffrance devant ses retards répétés. Je propose donc à Jeanne, avec l'accord de Maurice, de prendre ce point en compte en ajoutant « La vie à 2 est faite de perpétuels ajustements. Si vous ne commencez pas maintenant, alors que vous êtes fiancés, vous le ferez encore de moins en moins quand vous serez mariés et installés et vivrez ensemble, croyez-moi. » Je propose aussi à Maurice de prendre une résolution sur un point précis pour mieux s'adapter à Jeanne. Alors, il choisit de se raser parce que sa fiancée n'aime pas embrasser un porte épique. Je les revois les mois suivants. Maurice a mis en place ce changement. Jeanne en prend soudain conscience et déclare « Il était temps ». En revanche, lui doit toujours patienter. Lorsqu'il donne un rendez-vous à sa fiancée, il lui fait remarquer, celle-ci fronce les sourcils, agacée. « Oui, je sais, on en avait parlé la dernière fois. » Mais il savait que ce que c'est d'être responsable d'une équipe dans le journalisme. Maurice, lui, il tend à dédramatiser. Moi, ça m'accable fortement. Bah. Alors, à l'armée, je recadre quand même fortement Jeanne, qui je dirais commence un peu à me gonfler, et lui explique l'importance de ce petit exercice. Il lui donne quelques moyens, elle rougit, ne dit mot, elle se sent vexée, abrège le rendez-vous sur un prétexte bidon, comme ça se produit souvent en thérapie de couple. J'ignore comment elle va réagir et prie pour qu'elle prenne conscience. Prier de l'expression. Au rendez-vous suivant, Jeanne prend d'emblée la parole. Mon père, au terme de notre dernière rencontre, je m'étais juré de ne pas revenir. Déjà mon père. Qu'est-ce que ça vient faire là? Mais j'étais tellement en colère que je me suis dit que cette colère disproportionnée parlait de moi. J'ai pris le temps de réfléchir. Je pense que je réagissais comme une enfant gâtée, capricieuse. J'estimais que tout m'était dû de la part de Maurice. Merci d'avoir été si clair. Maintenant, je fais attention, j'arrive à l'heure, presque toujours. N'est-ce pas, Maurice? Maurice, oui, lui, il acquiesce. Je m'éveille de cette prise de conscience. C'est ce que je dis. Et de la décision qui s'ensuit. Je lui dis, je suis aussi grandement soulagé pour l'avenir de ce futur couple. En regardant son fiancé, Jeanne ajoute un sourire ensoleillé sur les lèvres. J'ai l'impression que je commence enfin à t'aimer. Là, il serait peut-être temps quand même. Après quelques années de mariage, le soleil continue à briller. Donc, on peut toujours garder espoir. Même si je n'ai pas de nouvelles si le soleil continue toujours à briller. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait gris. Dans cet exemple, Jeanne, qui semblait présenter des signes alarmants de manipulateur, s'avère apte à changer. Et ça, c'est le bon côté des choses. Et donc, ne rentre heureusement pas dans le cadre de la perversion narcissique. Quelques traits narcissiques ne font pas une structure narcissique. Il y a aussi en supplément un autre critère efficace pour détecter, à part vous acheter un détecteur de pervers narcissique. En tout cas, pour suspecter une personnalité narcissique, c'est celui de la personne dont on parle tout le temps. Surtout en son absence.
D'ailleurs, nous avons tous dans notre entourage une personne qui obsède nos pensées, notre esprit et sature notre discours. Par exemple, ce collègue ou ce patron dont on ne cesse de parler autour de la machine à café, ce brancardier ou ce médecin dans la salle repos des infirmières, ce cousin lors du repas du dimanche ou de telle rencontre familiale ou sentimentale, souvent il y a une relative unanimité sur le caractère problématique de la personne. Parfois l'entourage est divisé à son égard, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais ce qui est caractéristique, c'est le caractère excessif, passionnel, inconditionnel, des avis favorables ou défavorables. Quoi qu'il en soit, si on parle tant du narcissique, ce qui est son plus cher désir, c'est parce que personne n'a vraiment la clé et n'arrive à comprendre ce qui se passe avec lui. Nous avons en effet vu qu'il ne cesse de brouiller les pistes, les frontières entre le bien et le mal, puisqu'il ne reconnaît jamais ses torts, entre le vrai et le faux, puisqu'il ne donne jamais toutes les informations, voire cache ou altère celles qu'il a en sa possession. Entre le privé, notamment le secret et le public, donc au plan spirituel, entre l'interne et l'externe. Bref, si l'on parle autant de ces personnalités narcissiques, c'est tout bonnement parce qu'elles sont indigestes. C'est comme avoir mangé un très mauvais plat dans un restaurant. Comme l'aliment que nous n'arrivons pas à assimiler et qui tourne dans notre estomac. Le problème est que nous ne pouvons pas nous en débarrasser aussi facilement. Prendre conscience du temps passé et perdu à parler de la personne narcissique, que je suis en train de faire actuellement, et des questions qu'elle soulève, c'est prendre conscience de deux choses. Cette personnalité est vraiment toxique et très coûteuse en temps et en énergie. On pourrait continuer à parler d'elle encore pendant des heures, des années et des siècles, si nous étions encore vivants. Alors, vite, sauf cas de réel besoin, parlez d'autre chose et parlons d'autre chose et passons à autre chose. Mais quelle image peut-on prendre pour décrire la personnalité narcissique? J'emploierais volontiers l'image du trou noir. En cosmologie, le trou noir est défini comme une étoile d'une telle densité qu'elle avale tout sur son passage et ne donne rien en retour, ni matière ni lumière. Mais il en va de même de la personnalité narcissique. D'un côté, elle ne cesse de nourrir son ego, d'étancher sa soif jamais assouvie d'être connue, d'être au centre de l'autre. Elle ne pose jamais d'actes totalement gratuits, tout est évidemment payant. Mais ce qu'elle paraît offrir de la main droite comme gratification, gratitude au cadeau, elle entend bien le récupérer évidemment de la main gauche, en flatterie, compliment, admiration. Par exemple, comme tu es généreux. Et si elle ne récupère pas sa mise en gratification narcissique, elle fera d'amers reproches à celui ou celle à qui elle estime avoir donné quelque chose, voire elle l'exclura complètement. Nous visons ce genre de relation que centrée sur elle, la personnalité narcissique est ce soleil noir qui avale tout et ne donne rien. Ce cher Paul Claude Racamier parle d'un fantasme d'auto-engendrement. Le narcissisme serait fait tout seul. Sa dette est donc nulle et son crédit, autrement dit la dette qu'il a envers autrui, et envers lui est infinie. On pourrait aussi amener André Léonard, archevêque de Bruxelles, qui dit du démon qui est entre deux trous noirs angéliques. La personnalité narcissique est un trou noir dans le genre humain. Continuons à filer la métaphore, et si on voulait être complet,
ce qui est assez difficile. Il faudrait dire que la personnalité narcissique est une étoile double, association d'un soleil et d'un trou noir. Monstruosité qui, je crois, ne saurait exister en cosmologie. Alors on peut s'apercevoir que le soleil, et nous serions attirés par lui, et ce n'est qu'après que nous découvrions qu'il dissimule un énorme trou noir qui lui engloutit tout et ne nous redonne jamais rien. Là, on pourrait se voir dans Star Wars. On pourrait aussi faire appel à une image plus simple de géométrie. La personnalité narcissique est toujours placée au centre d'un cercle et en retour s'identifie à ce centre. Le monde de la personnalité narcissique se divise donc en deux, ceux qui font partie du cercle et qui sont tous ses admirateurs ou ses adeptes, ou les personnes qui la servent, et ceux qui sont en dehors et qui sont des adversaires. Doté d'une structure psychologique paranoïaque, le narcissique ne reconnaît que deux types de relations, d'admiration ou d'exclusion, voire d'intimité. Il ignore ce que toutes les autres personnes connaissent, les relations simplement bienveillantes et les relations gratuites. Pour lui, rien n'est gratuit. Chez les personnalités narcissiques de gros calibre, le cercle des inconditionnels est lui-même structuré en anneaux successifs qui se distinguent selon leur plus ou moins grande proximité du centre. Ce type de personnalité régule soigneusement les passages des cercles plus éloignés aux cercles plus rapprochés, faisant bien sentir aux prétendants l'honneur tellement important qu'il leur fait, qu'il leur octroie. D'un côté, la personnalité narcissique est souvent quelqu'un de très doué, voire quelqu'un qui fait du bien, par exemple, par ses enseignements. De l'autre, c'est un être complètement destructeur. Alors c'est vrai qu'il est difficile de comprendre ce paradoxe. Là, il peut être éclairant de faire appel à une distinction élaborée, en passant par la philosophie et par Aristote, parce qu'il traite des vertus. Aristote appelle vertus des dispositions acquises par entraînement qui perfectionnent nos capacités. Par exemple, un pianiste est quelqu'un qui, à force d'entraînement, a acquis une compétence artistique. Il est devenu capable de faire fonctionner ses doigts, son corps, mais aussi son affectivité, son imagination, son intelligence, pour leur faire produire du beau. Or, Aristote distingue deux grandes espèces de vertus, intellectuelles et morales. Les vertus intellectuelles perfectionnent l'intelligence spéculative, celle du chercheur en sciences, en philosophie, dans d'autres domaines. Et aussi l'intelligence artistique, politique, relationnelle, technique. De fait, dans tous les secteurs de l'intelligence, on rencontre des narcissiques extraordinairement doués, des scientifiques ou philosophes géniaux, des artistes hypersensibles, des leaders charismatiques, des gourous, des médiateurs extrêmement chaleureux, des inventeurs à la créativité débordante. Les vertus morales, elles, perfectionnent l'homme en son entier. Par exemple, la justice ajuste l'homme aux autres. Le courage lui permet d'affronter les obstacles et de tenir ferme dans le bien. Si les mots sont compris dans toute leur richesse symbolique, on pourrait dire que la vertu intellectuelle concerne la tête et la vertu morale le cœur. Bien, on pourrait dire que la personnalité narcissique a hypertrophié telle ou telle qualité intellectuelle, mais a hypotrophié ses vertus morales, même l'éventuelle attention à l'autre, que certaines personnalités narcissiques semblent développer, par exemple, comme thérapeute. S'en tiennent aux registres de la technique, donc de la compétence intellectuelle, et n'engagent pas leur cœur, ne naît donc aucune ouverture désintéressée à l'autre. Cette relecture qui fait appel à la philosophie morale
nous sort des interprétations seulement psychologiques de la personnalité narcissique sans pour autant les nier. On a vu que la personnalité narcissique est insensible à la souffrance de l'autre. Pourtant, elle peut être très douée relationnellement, voire manifester de l'empathie. Et comment l'expliquer? Cette question invite à développer un cas particulièrement grave et dangereux de troubles narcissiques, ceux que présentent les psychopathes ou sociopathes. Ceux-ci se caractérisent par différents traits: présence de symptômes dès l'enfance, absence d'intérêt pour les droits et les désirs de l'autre, violation régulière des normes sociales, violence sur les animaux puis sur les hommes. Ils sont totalement dénués de sensibilité à l'autre, incapables d'éprouver leurs propres sentiments, comme la tristesse ou la peur, ou de ressentir par empathie ce qui peut mettre l'autre en émoi. De fait, leur cerveau lui-même ne réagit pas à la souffrance d'autrui. S'ils ne ressentent rien, ils possèdent souvent en revanche une grande aptitude à se représenter de façon cognitive ce que vit l'autre, et donc à deviner avec beaucoup de finesse tout ce qui peut faire souffrir l'autre. Si on ajoute à ce que ces psychopathes ne présentent pas, comme ni hallucination ni confusion, à la différence des psychotiques, par exemple des schizophrènes, rien dans leur apparence ne manifeste leur folie. Leur raison semble être intacte, pourtant elle est totalement déconnectée de leur sensibilité et de leur cœur. D'un mot, ces personnalités se présentent comme des calculateurs terriblement insensibles, glacés, en qui toute compassion est éteinte et sadique. Ces cas extrêmes ne sont pas des inventions de romanciers, des romans de cinéastes en quête de personnages spectaculairement sordides, comme pensez à Hannibal Lecter, par exemple. Il faut bien comprendre que l'empathie, si vantée aujourd'hui, n'est pas une qualité morale, mais seulement une compétence intellectuelle, ainsi que le suggère son étymologie. L'empathie est la disposition pour ressentir en soi-même ce que l'autre ressent. Cette compétence psychologique ne doit donc pas être confondue avec la qualité morale qu'est la compassion. Voilà pourquoi je dis à certains, chacun devrait le dire, certains bourreaux peuvent ressentir une forme d'empathie pour les personnes qu'ils torturent. Et c'est tout le paradoxe. En présentant plus qu'en ressentant ce qui fait souffrir l'autre, ils sont mieux à même de pouvoir torturer. On a aussi dit que le narcissisme a une image très valorisée, narcissique, une image très valorisée de lui-même, pourtant il présente aussi un moi fragile. Alors, encore une fois, n'y a-t-il pas une contradiction? Il s'agit encore d'un paradoxe. Est-ce qu'on peut lever ce paradoxe? D'un côté, la personnalité narcissique a très souvent un ego surdimensionné, elle a un idéal de soi élevé, tyrannique, idéal de perfection, d'infaillibilité, de pouvoir. Alors c'est vrai intérieurement, les messages que s'envoie le narcissique quand on y a accès montrent combien il est en permanence satellisé autour de son nombril. C'est vrai extérieurement. L'univers se recourbe sur lui comme un vortex. C'est vrai, quand il est présent, sa parole, ses actes, ses plaintes, ses demandes d'aide envahissent entièrement le temps ou l'espace, c'est vrai. Aussi, quand il est absent, et en effet, le manipulateur vit en dépendance constante de son entourage. Mais sans se l'avouer, il a constamment besoin de retour, d'attention, et s'il exprime ce besoin, c'est sous forme d'accusation et de reproche. Il s'avère excessivement préoccupé de son succès, de l'impact de ses paroles, de sa réputation. Souvent, il balaie du regard son environnement,
à la recherche de ceux qui vont le faire vivre par leur admiration. Comme le vaniteux du Petit Prince, mais beaucoup plus discrètement. Il voit en tout homme un flatteur en puissance. Ah, voilà la visite d'un admirateur, s'écria Doigt le vaniteux dès qu'il aperçut le Petit Prince. Cool. De l'autre côté, c'est parce que, au fond, la personnalité narcissique se décide peu et se fait peu confiance. On n'a jamais fini avec la reconnaissance. Elle est comme un tonneau. Vous pouvez toujours lui donner des signes de valeur, ceux-ci ne lui suffiront jamais. L'instrumentalisation qu'elle fait de l'autre est donc proportionnelle à sa béance, c'est-à-dire qu'elle est sans limite. Dans une imposante étude parue en 1998, il a été montré que les personnes dont l'estime de soi est haute, mais très fragile, ont tendance à se protéger en agressant les autres. Or, l'ego des personnalités narcissiques ressemble à une baudruche, volumineux à l'extérieur et vide à l'intérieur. Elle rentre donc dans le cadre précis, dans un cadre très très précis. Alors, les travaux actuels sur l'estime de soi montrent de plus en plus que l'essentiel n'est pas que celle-ci soit élevée, mais qu'elle soit stable, régulière et s'accompagne d'une reconnaissance ajustée, donc mesurée, de ses limites et de ses manques. Le narcissisme n'est donc pas synonyme d'estime de soi, tout au contraire. La combinaison la plus explosive pathologiquement est la conjonction d'une basse estime de soi et du narcissisme. Les narcissiques présentent tous de grâce trouble de l'estime de soi, qu'elle soit haute ou basse, elle est toujours très fragile. Mais au lieu de prendre les moyens de se reconstruire, ils colmatent leur brèche en vampirisant l'autre. Truc classique. Autrement dit, ils compensent leur béance narcissique par un culte de l'ego. Le culte de l'ego qu'on retrouve chez les gourous, dans les sectes, les apôtres des tendances New Age et autres que je ne vais pas nommer. On peut pour conclure en distinguant le jeu, le noyau authentique et l'ego, apparence ou masque. La personnalité narcissique construit un ego surdimensionné ou un jeu sous-développé. On pourrait aussi employer une image. La pathologie du narcissisme se présente comme une pièce à deux faces, côté pile, le plus apparent, l'ego hypertrophié digère tout autre, jusqu'à la destruction, côté face, plus caché, le jeu est atrophié, jusqu'à l'évanescence. On dit la personnalité narcissique, l'APN, mais est-ce qu'il n'y en a pas différentes formes? Bien si, il y en a de multiples. Les multiples sont les visages, ou plutôt les masques, des personnalités narcissiques. Et on peut reprendre trois exemples. Par exemple, les manipulateurs relationnels qui emploient dans toutes leurs relations leurs facultés, si on peut appeler ça des facultés. Et seuls les manipulateurs relationnels sont toxiques. Eux-mêmes se dissimulent derrière différents masques qui sont autant d'espèces ou de formes de manipulation. Donc, plus ou moins apparent, la sympathie, l'altruisme, la culture, la timidité, la dictature. On va prendre que cet exemple. Après avoir affirmé qu'on peut
établir une typologie de ces profils, comme les personnalités narcissiques, dans lesquelles sont inclus les psychopathes, les borderline, les pervers narcissiques, après les personnalités rigides, qui elles se distinguent en obsessionnel et en paranoïaque. Alors peu importe ici les détails, c'est vraiment une affaire de spécialistes. Moi, ce que je souhaite souligner, c'est que la personnalité narcissique ne se présente pas toujours, loin de là, sous la forme du manipulateur caractériel, stéréotypé, soumettant son entourage à une sorte de terrorisme relationnel. Cette forme est certes la plus facile à déceler, et l'entourage professionnel ou familial de cette personnalité narcissique là vit dans la crainte permanente de ses colères à la porte-pièce et de ses dictates arbitraires. L'attention monte dès qu'elle apparaît, elle ne dit jamais s'il vous plaît, merci, bonjour, mais pour la décrire plus longuement, on peut qualifier de manipulateur sympathique. Pourquoi lui? Parce qu'il est de loin le plus fréquent, et qu'il est également le plus dangereux. Le manipulateur sympathique. En effet, il dissimule parfaitement le jeu du manipulateur. Par sa gentillesse, il obtient tout de son entourage. Il fait pour autant vous faire ressentir de la gratitude, et souvent il laisse tomber celui après qu'il a aidé, y compris sa mère, sa sœur, son père, dès qu'il leur a extorqué tout ce qu'ils voulaient, en leur souriant bien gentiment. Donc, dans cette description, sans concession, il est vrai que le tableau de la personnalité narcissique, avec son ego hypertrophié, le mépris pour ce que les autres lui ont apporté, l'insensibilité à la souffrance d'autrui, ce narcissisme s'exerce ici sur un mode de pseudo-compassion. Et puis, en fait, il est d'autant plus brillant qu'il sait que son entourage, j'allais dire sa cour, ignore tout du sujet, de son sujet, enfin au début. Mais il zappe dès qu'il rencontre quelqu'un qui en sait plus et maîtrise mieux le sujet que lui. Donc en outre, si vous le laissez parler sur un sujet que vous connaissez, vous repérez souvent des manques, des imprécisions, voire des erreurs. Ainsi, le manipulateur paraît beaucoup plus sûr qu'il ne l'est, il brille, mais n'éclaire pas. Il fait d'ailleurs volontiers appel au paradoxe et au contre-pied, plus qu'à la démonstration claire et rigoureuse qui risque de souligner ses manques. Donc, dans d'autres vidéos, je parlerai d'autres formes de personnalité narcissique, comme les manipulateurs altruistes. Un autre type de manipulateur, très sympa aussi, donc c'est ironique, c'est très dangereux. Et sur ce, je vais vous laisser passer, vu l'heure qu'elle est, une agréable soirée, un bon dîner, j'espère accompagné, ou seul si vous vivez très bien la solitude. Et si vous le désirez, vous pouvez toujours me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou par email yardassimi@orange.fr ou par SMS ou par vos postales. Il existe toujours des boîtes aux lettres et vous pouvez vous procurer facilement des enveloppes, venir me rencontrer.
comme il fait froid, je pourrais vous offrir un café, voire plusieurs cafés, voire des tasses ou des bols si vous voulez. Amenez votre famille, passez un midi, on sera plus meilleur comme ça. Mon cabinet se trouve au 8 rue des Écoles, 45 600 Sully-sur-Loire, et j'espère de tout cœur que vous passerez un excellent week-end, et merci encore d'avoir eu le courage et la patience de visionner cette vidéo. Passez un excellent week-end, une bonne soirée, et prenez soin de vous avant tout. Merci et à bientôt.